On va entrer dans le vif du sujet. Je voudrais juste dire d'abord à Jean-Louis que le papier que j'ai mis en ligne, que tu as écrit, que j'ai mis en ligne lundi, est en train de faire un gros carton d'audience. Parce que parfois, on peut penser que cette idée de la verticale Europe, Méditerranée, Afrique est une abstraction, une vue de l'esprit d'universitaire. Mais en fait, les gens s'y intéressent beaucoup. La preuve, c'est le nombre de lecteurs très très nombreux. Voilà. Alors, on va commencer. J'appelle mes éminents panélistes. D'abord, notre ami tunisien, le professeur Hassan Ben Jenana, venez, qui vient de Sousse, parce que vous êtes professeur d'économie à l'Institut allez là-bas, à l'Institut supérieur de gestion de Sousse, qui est au centre-est de la Tunisie, mais au bord de mer, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Alors, vous pouvez vous asseoir sur le tabouret. Madame Marilyn Bassett, qui est directrice internationale des affaires internationales d'Enedis. Enedis, c'est l'ex-ERDF. Donc, c'est vous qui gérez les réseaux. Et vous les gérez aussi d'une manière très technique, pas seulement les relevés, bien sûr. Madame Valérie Mourier-Genoux, qui nous vient de la Chambre d'agriculture de l'Isère, qui est agroéconomiste depuis, je crois, une vingtaine d'années, et qui, avec l'AFDI, je crois que c'est les agriculteurs français pour le développement international, qui est donc une ONG, vous travaillez, vous militez pour la coopération internationale. Et puis, monsieur Philippe Cerisier, je ne sais pas où il est passé, il est là, voilà, qui est un peu notre expert, en fait. Notre expert, un peu beaucoup. Bon, vous allez peut-être récuser le terme, mais donc vous avez conduit les travaux de groupe de travail de recherche sur les circuits courts à l'Institut de la Caisse des dépôts. Voilà. Donc, on va commencer par vous, avec vous, puisque vous allez nous dire qu'est-ce que c'est un circuit court. Je vais vous donner un micro. Bon, bonjour. Bon, d'abord, pour compléter ce qui vient d'être dit, je ne suis pas un chercheur, hein, je suis un mécène. J'ai été un mécène de chercheur, puisque je ne fais plus partie de la Caisse des dépôts depuis 3 mois, puisque j'ai pris ma retraite. On n'entend rien ? Voilà, là, vous m'entendez ? Oui, d'accord. Donc, j'étais dans un service qui finance des travaux de recherche qui peuvent intéresser les axes de développement de la Caisse des dépôts. Donc, il faut dire que c'est extrêmement vaste et je m'occupais plus spécialement de la recherche territoriale. Alors, la doctrine qu'on a pu se forger sur les circuits courts, il faut dire, quand on parle de circuits courts, c'est la tour de Babel, hein. Il y a des définitions classiques. Nous, on est sur nous, à l'Institut CDC, on était sur une définition qui est plus large, pour 2 raisons. D'abord, on s'inscrit quand même dans une réflexion sur l'économie verte. L'économie verte, c'est pas seulement les mutations technologiques qui peuvent affecter les filières de production, et notamment de production alimentaire. Deuxièmement, quand on parle de circuits courts, on pense surtout aux circuits courts alimentaires. La façon dont nous, on a abordé le sujet, elle est beaucoup plus vaste. Parce qu'on a pensé que ça n'était pas réfléchi, dans beaucoup de cas, d'une façon territoriale. Et on a cherché à introduire la dimension territoriale dans cette notion de circuit court. Alors, la définition, mais c'est une base de travail plus qu'une définition à laquelle on est arrivé, c'est qu'un circuit court, c'est une stratégie de circuit court. C'est l'optimisation de la valorisation des ressources d'un territoire, et cette optimisation doit se faire avec les retombées les plus bénéfiques possibles au niveau de ce territoire. Et quand on parle des ressources d'un territoire, on est extrêmement large. Il s'agit des ressources alimentaires, énergétiques, financières, humaines, très important. Et je pense qu'on va... Les exemples qu'on pourra apporter, que je pourrai apporter par la suite, vont essayer de montrer comment, effectivement, dans cette stratégie systémique, on peut arriver à réaliser cette optimisation. Alors, je préviens tout de suite que les bases de cette réflexion,
où l'Institut CDC pour la recherche a travaillé avec la Fondation pour le progrès de l'homme, avec l'Université Paris 1, avec l'École des mines de Nantes, avec le laboratoire Pacte de Grenoble, etc. C'est une réflexion, je vous prie de m'en excuser, elle est franco-française, hein, parce que la Caisse des dépôts est quand même un organisme qui est très hexagonal. Et bon, on s'est beaucoup concentré sur les cas français. Cela dit, le domaine des circuits courts est tellement vaste, il aborde des domaines tellement variés que j'espère bien quand même que dans un autre contexte socio-économique, les exemples qu'on peut vous citer vous parleront et vous donneront l'occasion de réfléchir et de poursuivre là-dessus. Monsieur Cerizet, vous avez un crédit de plusieurs minutes, car vous avez été très court, donc vous les je serai très après. long après. Hein. Ou alors, voilà. Ou alors vous en prenez un peu si vous commencez à non, mais votre... je crois que c'est important de se focaliser là-dessus, c'est-à-dire des circuits courts, ça se mesure au niveau de l'optimisation de la performance, j'aime pas le terme, d'un territoire, mais bon, disons ça comme ça parce que c'est plus pratique. Ça se mesure au niveau de ce territoire, la mesure pose d'ailleurs énormément de problèmes, on y reviendra. Et c'est sur une optimisation d'un système, un système de ressources dans lesquelles il n'y a pas que les ressources physiques, mais il y a également des ressources auxquelles on ne pense pas toujours, enfin, qui relèvent du capital humain, qui relèvent du capital territorial, des savoir-faire, des choses de ce type-là. Tout ça, ça rentre dans les circuits courts. Mais je pense que les exemples concrets par la suite permettront de mieux illustrer ce principe-là. Très bien. Donc on y reviendra tout à l'heure. Professeur, c'est à vous. Vous allez nous parler de votre pays, la Tunisie. Alors vous avez abordé la question territoire développement durable et vous voulez faire un peu le tour des problèmes, on va dire, avant de parler des solutions dans le deuxième mi-temps. D'accord ? Allez-y. Voilà, bonjour. Je voudrais remercier M. Guigou de m'avoir invité, de parler du plus beau pays du monde, qui est la Tunisie. Et je me fais un ambassadeur de mon pays, ça m'honore énormément. Et je vous dis que je suis le fruit de la coopération Nord-Sud, puisque j'ai fait une grande partie de mes études en France, à Lyon, et maintenant je travaille en Tunisie. Et je viens à l'occasion ici en France pour des séminaires aussi intéressants que celui-là. Donc je viens ici pour vous parler de développement durable en Tunisie, puisque c'est un sujet à la mode, de par le monde. Dernièrement, M. Trump s'est rendu en Arabie Saoudite pour un séminaire entre les États-Unis et le monde musulman. Et il s'est beaucoup intéressé à l'Arabie Saoudite. Ils ont passé des contrats faramineux avec l'Arabie Saoudite. Et il y a eu un article qui est paru dans le Washington Post, je crois. Ils ont dit à M. Trump de s'intéresser beaucoup plus à la Tunisie, qui est un petit pays, que de s'intéresser aux monarchies du Golfe, car la Tunisie représente l'avenir du monde arabo-musulman. Réponse de M. Trump, il a réduit de 70% l'aide militaire à la Tunisie et de 30% l'aide économique des États-Unis à la Tunisie. Donc voilà, la réponse ne s'est pas fait attendre. Bref, il n'en demeure pas moins que la France est un partenaire historique de la Tunisie. Et ça me fait énormément plaisir de vous présenter les aspects de développement durable en Tunisie et les problèmes que nous rencontrons dans notre pays. Parce que le succès de notre développement constituera le succès de la démocratie qui est encore très fragile chez nous. On est libre, mais c'est tributaire du succès économique. Donc, tout le monde chez nous travaille sur le décollage économique de la Tunisie. Avant la Révolution, nous faisons un taux de croissance de 6-7%. Ça fait 5 ans maintenant que nous faisons un taux de croissance compris entre 0 et 1,5%. Donc, les problèmes, il y en a. Et je vais essayer de vous en exposer quelques-uns. Les questions forcément liées au développement tout court et au développement durable également. Alors on va voir si notre modèle économique qui date des années 70 est compatible avec le développement durable ou non.
c'est le sens de mon intervention. Parce qu'en Tunisie, nous avons un modèle économique que je vous exposerai en deuxième partie. Dans un premier temps, je vais vous parler du développement durable en Tunisie, l'état des lieux. Alors, le développement durable en Tunisie, ou dans le monde même, il est articulé autour de 3 points. Les ressources naturelles, la gestion des déchets et les énergies renouvelables. Ça va de soi que le développement durable, il essaie de préserver l'environnement, il essaie de développer l'économie d'une façon équitable et on essaie de garder le pays en état plus ou moins stable pour les générations futures. Alors, je vous présente en quelques mots la Tunisie. Elle représente à peu près en termes de surface le quart de la France. Nous sommes que 10 millions d'habitants, 11 millions, disons. Et notre PIB est autour de 4 000 $ par habitant. Donc on est un pays tout à fait modeste. Ça, c'est la Tunisie pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous sommes un pays qui est situé environ entre la 43e et 40e parallèle nord. C'est un pays semi-aride. Sur 20 ans, on a 4 ans de bonne pluviométrie, 6 ans de pluviométrie moyenne et 10 ans de basse pluviométrie sur les 20 dernières années. Donc on peut dire que la Tunisie est un pays qui est doté d'un climat semi-aride. Les zones où il y a de l'eau en Tunisie, c'est le nord-ouest. Au sud et au centre, la pluviométrie est toujours déficitaire. Donc on a un problème hydraulique et hydrique assez prononcé. L'eau en Tunisie est une denrée très rare et très précieuse. Nous construisons des barrages au nord, mais au centre, au sud, il n'y a pas de barrage. Donc les autorités essaient de déplacer l'eau du nord vers le centre. Et ça coûte énormément cher. Ce que nous faisons avec notre eau, comme vous le voyez ici, je ne sais pas s'il y a de la lumière, ici on peut mettre de la lumière, voilà. Ce que nous utilisons avec notre eau, c'est l'irrigation, l'eau potable, l'industrie et le tourisme. Donc principalement, nous utilisons notre eau pour l'irrigation, pour l'agriculture. Et pour l'eau potable. Dernièrement, on a eu 2 années de sécheresse. En été, on a subi des coupures d'eau pour l'eau potable, parce qu'il n'y a plus d'eau tout simplement dans nos réservoirs. Donc tout ceci pour vous dire que l'eau est extrêmement rare en Tunisie et elle est extrêmement précieuse. Paradoxe, parce qu'on va parler de plein de paradoxes en Tunisie, cette eau est très peu chère. L'État vend cette eau à des prix qui sont vraiment symboliques. C'est un paradoxe, on expliquera après pourquoi. Et ça n'encourage pas les économies d'eau. On peut faire des discours sur l'économie d'eau, sur la sensibilisation des gens à l'économie d'eau, mais quand l'eau est très très peu chère, personne ne s'en soucie. Donc l'État tunisien est maintenant en train d'investir là, ce qui est en carré, dans des usines de dessalement d'eau de mer. On a à peu près 3 projets de dessalement d'eau de mer qui sont en service et 2 projets qui sont en cours, qui seront opérationnels d'ici 2018. Voilà. Nous prévoyons qu'en 2040, nous manquerons cruellement d'eau en Tunisie. Certains diront que la prochaine guerre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sera la guerre de l'eau.
ils n'auront peut-être pas tort. Voilà, donc les perspectives, c'est les usines de dessalement d'eau en Tunisie. C'est la seule alternative qui nous reste, parce qu'au sud, nous sommes en train de pomper les nappes phréatiques profondes, qui sont nos réserves stratégiques. D'ici 2040, il n'y en aura plus. Au centre, nous sommes en train de pomper les nappes phréatiques plus ou moins en surface. D'ici 2030, il n'y en aura plus. Et la pluviométrie étant ce qu'elle est, au nord, nous risquons de manquer. Nous manquons déjà d'eau dans nos réserves du nord. Donc la situation en termes de gestion d'eau est assez délicate chez nous. Maintenant, on va parler des déchets et de la valorisation des déchets. La plus grande partie des déchets chez nous, la plus grande partie de la pollution que nous avons chez nous, c'est la pollution du phosphogypse. Nous produisons du phosphate, qui est un engrais agricole, dans les bassins miniers de Gafsa, c'est-à-dire dans le sud-ouest de la Tunisie, là où il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, il y a beaucoup de misère, et nous faisons la transformation. Si je vous mets la carte comme ça, je vous remets juste la carte. Voilà. Nous faisons la transformation, là c'est Gafsa, là où on produit le phosphate, et là on fait la transformation d'engrais chimiques, dans le golfe de Gabès. Alors tout ce golfe est contaminé par le phosphogypse. Et ça date depuis l'époque coloniale. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça date maintenant depuis un siècle facilement. C'est une industrie qui date du XVIIIe siècle, ou du XIXe siècle plutôt. Donc nous nous retrouvons avec un golfe de Gabès complètement contaminé avec le phosphogypse, qui est un déchet chimique du traitement du phosphate. Et là, c'est une catastrophe majeure en Tunisie. La seconde partie de nos déchets, c'est les déchets ménagers et les déchets de construction. Nous devons absolument trouver une solution aux déchets ménagers et de construction chez nous. Il y a des ébauches de solutions, contrairement au traitement de phosphogypse, où il n'y a pratiquement pas de solution. Encore, nous y travaillons, mais nous ne voyons pas le bout du tunnel. Les déchets ménagers et les déchets de construction viennent en deuxième position. On va parler un peu d'énergie renouvelable, vite fait. Alors ça, c'est le coût de la dégradation de notre environnement. C'est une étude qui a été faite par la Banque mondiale. On estime le coût global à 1,5 milliard de dinars. Vous divisez par 3, vous obtenez le chiffre en euros. C'est-à-dire 500 millions d'euros par an, le coût des déchets. Ce qui est énorme pour un petit pays comme la Tunisie. Alors les énergies, nous avons un peu de pétrole, un peu de gaz, mais nous sommes déficitaires en matière énergétique, c'est-à-dire nous sommes des importateurs nets de produits énergétiques. Nous pensons utiliser de l'énergie renouvelable. Voilà, nous sommes maintenant à 4% d'énergie renouvelable en Tunisie. En l'horizon 2020, nous espérons passer à 14% et à 30% en 2030. Ça, c'est la situation de notre pays en termes de gestion de l'eau, des déchets et des énergies. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur. On a bien compris qu'en fait, il y a une sorte d'urgence en Tunisie. Et peut-être, vous préconisez le recyclage de l'eau usée, par exemple ? Oui, nous sommes en train de recycler l'eau usée, mais comme il y en a sur l'un de nos slides, ça représente à peu près 2% de la consommation en termes agricoles, pas énorme. Nous ne recyclons pas énormément nos déchets, nos eaux usées, mais nous y travaillons. Le plus gros problème en matière de gestion de déchets, c'est le phosphogypse, qui est un pollueur très très important chez nous.
Alors, professeur, il y a là un auditeur privilégié qui dispose de mon 06 et qui vous envoie une question par SMS. Et les territoires Alors, vous avez évoqué GAFSA. Hein, on sait que Oui. la disparité de niveau de vie, c'est la misère, vous l'avez dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gouvernorats, je crois, non? Oui, ce sont des gouvernorats, des préfectures, si vous voulez. Ils sont organisés pour développer une action en termes de développement durable? Non, nous sommes encore en période entre guillemets, révolutionnaire. Et nous venons d'adopter un plan quinquennal de développement économique, mais qui n'est pas encore mis en œuvre, pour diverses raisons que nous allons essayer d'exposer tout à l'heure. D'accord, merci professeur. Alors c'est maintenant Madame Valérie Mourier-Genoux, qui donc est agroéconomiste, avec une longue expérience, et qui va d'abord nous parler d'une histoire de coopération entre la Chambre d'agriculture de l'Isère, la région Rhône-Alpes, enfin Rhône-Alpes-Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, et l'AFDI, c'est les agriculteurs français pour le développement. L'association, c'est le deuxième exemple, c'est ça? Oui, je vais essayer d'être... Bon, d'accord, allez-y sur le premier. Donc j'ai prévu une intervention en deux temps. Je vais d'abord vous parler de mon expérience en France, de comment on travaille finalement dans la coopération décentralisée avec le Maroc. Et dans la deuxième partie, effectivement, je coordonne aussi une ONG française qui intervient en Afrique, et je vous parlerai du Sénégal et quels enseignements on tire de tout ça, à la fois France, Maroc, coopération décentralisée, et Afrique et Sénégal. Donc bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis donc agroéconomiste, je travaille depuis 20 ans à la Chambre d'agriculture de l'Isère, où j'ai pu acquérir de l'expérience en termes de développement territorial. Donc, qu'est-ce qu'on appelle développement territorial dans une chambre d'agriculture? C'est comment relier les agriculteurs, les collectivités locales et finalement tous les acteurs du territoire. Un peu ce que disait monsieur de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire comment on anime tous ces acteurs pour qu'on mette en adéquation et on optimise l'ensemble des ressources d'un territoire pour construire ensemble des projets. Voilà comment on travaille au niveau agricole. J'ai également travaillé sur le marketing et la communication. Mais ma formation d'agroéconomiste tournée vers les pays en développement, finalement, je me suis dit au bout de 20 ans, ce serait intéressant de relier ce monde agricole français avec ces actions de coopération internationale. Et c'est à ma demande que j'ai souhaité finalement quitter, j'avais un rôle de chef de service, de quitter ce poste un petit peu haut placé pour me remettre à disposition des actions sur la coopération internationale. Parce que, et vous allez voir, et on pourra en discuter dans le débat, c'est un peu comme s'il y avait deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a le monde des chambres consulaires en France, qui a des expertises, qui a de l'innovation, etc. Et il y a le monde des ONG et de la coopération internationale qui a des expertises et des innovations. Et il y a finalement assez peu de liens entre ces deux mondes. Donc là, je vais vous parler du Maroc. Au final, en 2014, donc nous sommes sur le territoire de la région Rhône-Alpes, qui maintenant a fusionné et qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région, dans le cadre de sa coopération décentralisée avec la région de Rabat-Salé-Kénitra au Maroc, accompagnait des micro-projets. Finalement, elle finançait des demandes ponctuelles. Et très rapidement, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucun effet levier en termes de dynamique agricole dans l'appui qu'elle apportait. Et elle nous a dit, c'est un peu dommage, parce que finalement, on aimerait bien que notre coopération, elle serve à enclencher une réelle dynamique de développement agricole au Maroc. Et donc, en 2014, on m'a demandé d'aller travailler avec les acteurs marocains et de co-construire. Vous avez parlé de co-construction, je ne sais plus, je crois que c'est vous tout à l'heure dans l'introduction. Effectivement, la demande, ça a été de dire, rencontrons l'ensemble des acteurs. Donc, 2014, on a travaillé avec à peu près 35 acteurs différents. Donc, quand je dis acteurs, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais on parle aussi bien des élus, des collectivités territoriales, des institutionnels. Au Maroc, je ne sais pas s'il y a des Marocains ici, mais les ministères ont une place très, très importante, que ce soit le ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, voilà, enfin, tous les différents ministères, avec toutes leurs déclinaisons, qu'elles soient régionales, départementales. Les représentants des agriculteurs, qui soient représentés par leur chambre consulaire, donc appelée chambre régionale d'agriculture, ou par des associations. Les entreprises, l'idée c'était aussi de voir ce que les entreprises du territoire attendaient d'un développement de l'agriculture, l'enseignement et la recherche avec notamment l'INRA Maroc.
Ce que l'on a fait après, c'était qu'ils ont partagé ensemble l'analyse du contexte. C'est-à-dire que j'étais pas comme comment on va dire, comme un expert qui arrive et qui dit j'ai compris comment vous fonctionnez. Enfin, c'est pas du tout ça l'idée. C'était, en fait, moi j'ai animé des instances de concertation et l'ensemble des acteurs se sont mis d'accord sur un contexte. Du coup, ils ont décliné après un plan d'action et ils se sont également mis d'accord sur des priorités d'action. Tout ça piloté par la région de Rabat, Salé, Kénitra, qui était d'accord sur la démarche et qui, à vrai dire, nous a fait confiance sans savoir où ça allait aboutir. Puisqu'au départ, le président de la région, sincèrement, il avait des idées et au final, le plan d'action n'était pas 100% de ses idées initiales. Donc j'ai amené des documents qui représentent exactement notre projet France-Maroc, donc vous pourrez les récupérer. On a un volet sur l'accompagnement institutionnel entre chambres d'agriculture. En fait, l'idée fondamentale, c'est de mettre en lien les acteurs pairs, c'est-à-dire la coopération décentralisée est allée chercher, quand je suis revenue en Auvergne-Rhône-Alpes, c'était de voir quels acteurs pouvaient répondre aux besoins qui avaient été exprimés dans ces instances de concertation. Donc le ministère agricole marocain nous avait clairement exprimé le fait que la Chambre régionale d'agriculture marocaine ne jouait pas le rôle qui était attendu par les Marocains. Et donc ils nous ont dit, profitons de l'appui de la coopération décentralisée pour pouvoir justement les mettre en relation avec une Chambre d'agriculture et que vous puissiez les coacher, si vous voulez, plus sur la méthode. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de transfert d'ingénierie, et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas une ONG qui intervenons à la place des acteurs. On est plutôt en appui de ces acteurs. Donc, il y a eu en 2015-2016 des accords de partenariat entre les chambres d'agriculture, France, Maroc. Le deuxième volet, c'est un volet sur le développement des relations économiques entre acteurs. Donc, je vais vous présenter, en espérant que j'ai encore un petit peu le temps, le volet justement sur les circuits courts. On a aussi un volet sur la valorisation des produits dans une zone de montagne. Un volet sur la structuration des filières, parce que finalement, les agriculteurs nous ont dit notre prix... Enfin, bon, je suis allée un peu vite, mais si vous voulez, le Maroc vit une vraie révolution agricole avec la mise en place du plan Maroc vert, avec 2 piliers qui correspondent un petit peu à notre politique agricole commune. Un premier pilier qui accompagne plutôt des agri-managers sur l'import-export. Je fais un petit peu bref, mais pour que tout le monde comprenne. Et un deuxième pilier qui accompagne des petites exploitations agricoles dans des dynamiques collectives, avec des leaders qui enclenchent des accompagnements. Et finalement, tous les acteurs institutionnels doivent mettre en œuvre toute cette politique. Simplement, le plan Maroc vert, il existe depuis quelques années. On constate actuellement qu'on a une surproduction, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup produit parce qu'ils ont injecté beaucoup d'argent, avec aussi beaucoup d'argent de l'Union européenne ou de l'AFD. Et on constate maintenant qu'on est à la phase de transformation agroalimentaire et que si on ne fait pas ça correctement, on génère finalement plus de problèmes qu'avant. Je m'explique. Sur les céréales, le coût de production des céréales était plus élevé que le prix de vente des céréales. Donc les agriculteurs nous ont dit, voilà, maintenant, à force de tous produire le même produit, eh bien, notre prix de vente ne couvre même pas nos frais de production. Donc et finalement, si vous suivez l'actualité agricole française, on a les mêmes débats chez nous. Hein. Le prix du lait, le prix des céréales, le prix de la viande, etc. Donc on se pose des questions de comment générer de la valeur ajoutée sur ces produits. Donc, comment stocker ces produits pour les vendre à un prix, quand le prix du marché est un peu plus élevé, comment éventuellement les transformer, comment les labelliser, voilà, comment faire du marketing territorial. Je continue. On a aussi mis en place un projet d'import-export sur les fruits et légumes, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, on produit aussi des fruits et légumes, eux aussi. Donc l'idée, c'était de relier, de voir sans générer des conflits et de la concurrence chez nous, bien sûr, ou chez eux, mais c'est comment on pouvait trouver des synergies. Et puis, on a fait la promotion de nos produits, de nos entreprises dans les salons. Donc, ils sont venus à la foire Beaucroissant, ils sont venus au sommet de l'élevage qui a lieu à Cournon, donc à côté de Clermont-Ferrand, en octobre. Et nous sommes allés au SIAM, c'est le salon international de l'agriculture de Meknès, au mois d'avril, avec des entreprises de notre région.
On a un volet sur la formation et l'enseignement agricole, parce que finalement, on se rend compte qu'ils se posent des questions sur la mise en place de programmes pédagogiques, et ils ont beaucoup calé le système d'enseignement agricole français. Donc c'est très intéressant de mettre en lien des enseignants et des directeurs. Et puis on a un volet de recherche et développement, mais qu'on a voulu axer sur des projets opérationnels, et on en a choisi 2, les plantes aromatiques et médicinales, avec toute la chaîne de valeur, et les énergies renouvelables en agriculture. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment on relie la question d'économie d'énergie dans les exploitations agricoles, la question de production d'énergie avec le biogaz et l'énergie solaire. Donc, comme je vous le disais, la coopération permet de relier les acteurs, et finalement, juste en 2 mots, et je vais un peu vite, comme je vous le disais, nos agriculteurs français, ça fait maintenant 25 ans qu'ils se posent ces questions que je vous ai dit être en train de se poser au Maroc finalement. Parce que beaucoup d'agriculteurs en France, et moi je viens d'une région de montagne, où de fait depuis 25 ans, si on veut continuer à rester agriculteur, on doit chercher une meilleure valeur ajoutée de nos produits. Et comme le disait monsieur de la Caisse des dépôts, on doit aussi chercher son intégration au mieux dans son contexte territorial. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, finalement, on a beaucoup travaillé sur comment répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs. Je cite juste des thèmes, on pourra y revenir dans le débat, mais on a toute la question sur l'alimentation, avec les filières locales, la restauration hors domicile. On a en Auvergne-Rhône-Alpes 10 plateformes d'approvisionnement des produits pour pouvoir approvisionner les cantines, les hôpitaux, etc. Bon, ça veut dire de la logistique, ça veut dire mettre en relation l'offre et la demande, les circuits courts, les marchés, les points de vente collectifs, on en a plus de 100 en Rhône-Alpes, les projets alimentaires territoriaux, j'y reviendrai, les AOC, IGP, toute la labellisation. Le point sur... 1 minute. Bon, alors l'environnement, on y reviendra. Monsieur de Tunisie en a déjà beaucoup parlé. La notion de service, c'est-à-dire comment les agriculteurs répondent au service. La notion d'accueil, donc on a beaucoup de liens au niveau des agriculteurs sur l'accueil, les portes ouvertes dans les fermes, les journées d'information pour les élus, le loisir. En fait, le développement durable, pour nous, avec l'approche qu'on a, c'est une approche conjointe économie, environnement, social, sociétal, culturel. Et ce n'est pas un seul modèle de développement agricole. Et donc, finalement, c'est cette idée qu'on a amenée au Maroc. Et au Maroc, je voulais quand même citer l'exemple du projet de circuit court. En 1 minute, alors. Alors, en 1 minute, c'est un vrai projet de coopération. Parce que, comment vous dire, les secteurs sont assez cloisonnés. Voilà, pour dire les choses, on a souvent une approche verticale dans un pays comme le Maroc, et l'idée des circuits courts ou de développement territorial, c'est d'avoir une approche horizontale. Donc, on a commencé avec des agriculteurs, ils étaient 3, donc pour vous dire, c'est vraiment minuscule. Ils vendaient des paniers à Rabat, des paniers de maraîchers. Un agriculteur est venu voir en Rhône-Alpes, ils ont vu comment on avait développé tout ce que je viens de vous expliquer, et ils ont créé un réseau associatif sur une très grosse commune qui correspond chez nous à une communauté de communes, avec l'idée de lutter contre l'exode rural, de générer des activités économiques sur ce territoire, d'alimenter correctement les clients qui avaient ces attentes au niveau de Rabat, qui est quand même la capitale marocaine, et d'accueillir ces urbains qui finalement se déconnectaient petit à petit de la ruralité. Et donc on a relié l'approche agricole avec la Chambre d'agriculture, avec les ministères. On a relié le tourisme avec le Conseil régional du tourisme et le ministère. Et là, ils en sont à une phase où donc, ils ont des installations d'agriculteurs, ils vendent... ils ont créé des marchés sur Rabat et ils ont créé des circuits touristiques où ils ont développé une activité de traiteurs pour transformer leurs produits alimentaires, et ils accueillent des urbains et ils reçoivent entre 30 et 150 personnes. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de minuscule, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Et avec l'idée demain, donc là on est pour l'instant toujours sur l'entrée circuit court, mais l'idée c'est d'arriver sur la partie agroalimentaire avec la mise en place de petites PME sur les questions de transformation des produits, d'emballage des produits, de labellisation. Voilà, je crois que c'est bon. Bon Valérie, merci. Vous avez perdu 3 minutes pour la prochaine intervention. Là. Plus courte, elle est prévue plus courte. D'accord. Alors, on va écouter maintenant Madame Marilyn Bassette, qui est directrice des affaires internationales d'Enedis, donc qui gère
95% du réseau électrique en France. J'ai lu ça sur votre site, hein, 95%. Alors, il est bien fait, le site. Donc, alors, ex-ERDF, comment une entreprise, on va dire, de tradition jacobine, comme pourrait dire Jean-Louis, s'accommode ou découvre l'horizontalité, comment elle peut intégrer les circuits courts, les autres producteurs d'énergie? Racontez-nous. Merci. Moi, je suis une opérationnelle sur le territoire. Ça fait 1 an que je m'occupe d'international, mais avant, j'ai occupé plusieurs postes au sein du distributeur. Donc effectivement, c'est peut-être une vision un peu différente là que je vais apporter au débat. On a parlé des aspects sociétaux, de l'eau, de l'agriculture, et l'électricité, c'est bien un besoin indispensable au développement des territoires. Dans ce cadre de l'électricité, je ne vais pas parler des différents moyens de production qui existent et qui peuvent se développer. Je vais plutôt parler de, quel que soit ce moyen de production, il y a besoin de réseaux pour amener la production, l'électricité produite, au plus près des utilisateurs. Alors effectivement, on est dans un héritage jacobien, c'est une entreprise nationale, mais avec une expérience forte d'une décentralisation, avec une réalité locale. L'important, c'est bien d'adapter les solutions mises en œuvre aux besoins locaux, tout en bénéficiant d'une solidarité qui peut être nationale ou qui peut être interrégionale. On parlait de grandes régions. Je pense que dans le domaine de l'électricité, ça s'impose encore un peu plus. Donc l'électricité, on le sait bien, même si nous, en France, c'est tellement habitué que ça marche bien qu'on en oublie toute l'utilisation, on est aussi dans des pays où il n'y a pas d'électricité partout. Donc lorsqu'on dit il faut des nouveaux moyens de production d'électricité, on se dit on va rechercher ces moyens de production, on va dire les coûts que ça impose, mais surtout, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que ça apporte dans l'ensemble du système. Il n'y a pas de développement économique durable, de mon point de vue, sans l'électricité pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Au-delà de la production même du système économique, je pense tout d'abord à l'éducation. On disait tout à l'heure que l'éducation est nécessaire pour le développement. Lorsqu'on travaille avec une bougie, c'est un peu difficile d'accéder à l'information. Et aujourd'hui, l'information est partout sur Internet. Le Wi-Fi existe, mais il va fonctionner s'il y a également de l'électricité pour pouvoir faire fonctionner. Donc, on voit bien que l'électricité est au cœur du développement économique. Il est au cœur du développement des personnes pour pouvoir avoir accès à l'éducation. Et il est au cœur du développement des territoires. On le voit bien dans les zones qui nous préoccupent, que lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il y a un exode important et une influence sur les grandes villes qui crée d'autres types de problématiques. Donc on voit qu'en développant l'électricité un peu partout, au plus près des utilisateurs, eh bien, c'est une manière de créer l'ancrage en local et d'amener un développement local économique. Donc ça fait partie des options très fortes dans le système. Alors, pourquoi je ne parlerai pas de production? Aujourd'hui, dans la production, il existe tout niveau de type de production. On développe aussi les énergies renouvelables. On peut parler de biomasse. On peut parler du diesel qui est utilisé traditionnellement dès lors qu'on est un peu éloigné. On peut parler du solaire. On peut parler, je dirais, du charbon. On peut parler de plein de moyens de production. Et en France, on peut aussi parler du nucléaire. Mais donc, quel que soit le moyen de production qui est utilisé, il faut la possibilité d'aller acheminer cette énergie produite à ceux qui sont les utilisateurs. Que ce soit le consommateur final, que ce soit l'entreprise, que ce soit le petit commerçant, que ce soit la petite PME. Donc on voit bien que les réseaux sont au cœur de transition énergétique, quelle qu'elle soit. Et malheureusement, partout, et je le vois partout dans le monde, et du coup l'Afrique et la partie méditerranéenne n'y échappent pas, on l'oublie souvent. La partie réseau. On se dit, on lance un grand plan lié à l'environnement, on va développer des centaines de mégawatts d'énergie renouvelable pour pouvoir alimenter localement, sauf on ne développe pas le réseau qui va avec. Ou carrément, on oublie qu'il faut le construire. Donc, on voit bien qu'on va pouvoir injecter, puis à un moment donné, on va dire, mais finalement, ça ne marche pas, ce n'est pas la bonne solution. Non, c'est bien l'approche systémique qu'il faut avoir et intégrer l'ensemble de ces aspects.
Donc ça me paraît assez important, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, il y a une vraie possibilité de faire un saut de qualité en matière des réseaux. Vous avez peut-être entendu parler des smart grids, de ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Il y en a beaucoup qui se disent les smart grids, c'est réservé pour les pays développés. C'est bon pour la France. Ça ne va pas se développer forcément en Afrique ou dans les pays du bassin méditerranéen. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, il y a une forte demande autour de ça, mais surtout, c'est que les smart grids, c'est une possibilité de faire un saut technologique tel qu'il a pu être le cas avec le téléphone, où on a bien vu qu'en Afrique, on n'est pas passé par le filaire, on est passé directement avec le téléphone mobile, qui fait qu'aujourd'hui, le téléphone mobile a des fonctionnalités beaucoup plus importantes en Afrique qu'elle n'est en France. Et là, on a du reverse engineering, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est tout ce qui va être développé là-bas, qui pourrait être réinjecté dans les pays occidentaux, et en France en particulier. Eh bien, moi, je suis convaincue que ce sera la même chose sur la partie des réseaux. La notion de ce qu'on appelle les micro-grids ou mini-grids. Alors, grid, bien sûr, vous comprendrez, c'est la partie des réseaux. Aujourd'hui, nous, on vit en France et en Europe avec des réseaux très maillés qui existent sur l'ensemble du territoire, qui fait une certaine solidité, une certaine technologie. Au niveau des pays où il n'y a pas aujourd'hui d'électricité, il faut amener un moyen de production au plus près pour le respect de l'environnement, pour des problèmes de coûts d'acheminement également, et au plus près développer le réseau qui va aller autour de cette production. Et donc, le fait qu'on puisse avoir des technologies qui permettent d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe sur le réseau, de pouvoir le piloter à distance, ça va permettre de réduire les coûts d'exploitation de ce réseau. Ça va permettre de pouvoir voir le fonctionnement au plus loin. Ça va permettre de pouvoir équilibrer et en adaptation avec la réalité du terrain, les moments de production intenses, les moments d'utilisation pour le domestique, pour l'industrie, pour l'irrigation, etc. Donc c'est une vraie possibilité d'avancer. Avec un raisonnement, puisque aujourd'hui il y a plusieurs modèles qui se développent simultanément, celui d'un réseau totalement isolé, qui resterait ainsi vitam aeternam, autour par exemple du solaire en particulier, ou de l'éolien. C'est vrai que c'est la meilleure solution quand on n'a pas du tout d'électricité à l'instant T. Maintenant, lorsqu'on va vers du développement, et ces villes, elles croissent, il faut pouvoir avoir une stabilité de plus en plus importante. Donc l'interconnecter avec une autre îlot de production isolée va finir par créer un réseau plus important. Et donc il faut trouver des solutions technologiques d'aujourd'hui qui répondent aux besoins immédiats et qui préparent également l'avenir. Parce qu'on l'a vu, et je donnerai quelques exemples tout à l'heure, que lorsqu'on installe un système quelque part, la demande revient, la demande augmente, et bientôt on est à nouveau confronté à des impossibilités. Donc voilà un peu la vision que je voulais apporter à la réflexion de ce matin. Merci Madame Bassette. Alors l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, que je connais, il est très innovant, il est très très intéressant, et il ouvre l'esprit, comme dit une certaine publicité. Alors on revient à Monsieur Cerisier, avec vos exemples territoriaux, le Méné et puis le Seignan, comment vous prononcez Oui, alors, vous m'entendez là? Bon. Des exemples territoriaux, c'est très difficile à choisir parce qu'il y a tellement de cas différents et qui correspondent à des logiques de développement si différentes que, bon, en prendre deux, c'est vraiment effleurer la question. Alors, en plus, les deux noms qui viennent de vous être cités, le Mené et le Seignan, je ne sais pas s'il y a grand monde dans l'assistance, et c'est tout à fait excusable, qui sait ce que c'est. En fait, il s'agit de deux petits territoires qui étaient considérés comme foutus, excusez-moi du vocable, il y a un demi-siècle. Il y en a un, c'est un territoire très rural. Il y en a un autre qui est un territoire périurbain. Alors, je vais commencer donc par le Mené. Le Mené, il s'agit de... Aujourd'hui, c'est une commune nouvelle, qui fait 7000 habitants et qui est issue d'une... Elle a été créée récemment. Et c'était une petite intercommunalité qui a été une des premières intercommunalités qui a été créée d'ailleurs avant je crois même avant la loi Chevènement.
Donc, dans les années 60, il y avait une situation de l'agriculture locale qui était misérable, avec des agriculteurs qui ne s'en sortaient pas du tout, un très grand niveau de pauvreté. Et c'était l'époque de la grande planification à la française, où c'était tellement misérable qu'en haut lieu, au ministère de l'Agriculture, on avait dit ce pauvre territoire, ce qu'il faut, c'est organiser la vente des terrains agricoles à de grands organismes financiers qui le planteront en forêt pour en faire une exploitation forestière. Et je crois que parmi les organismes financiers en question, il y avait la Caisse des dépôts. Et il y a eu un mouvement de révolte de la part de la population locale autour d'un militantisme paysan, d'ailleurs beaucoup articulé à l'époque autour de la jeunesse agricole catholique. Et ils ont été un des premiers à initier les mouvements de coopération en Bretagne. Vous savez que la Bretagne a été le fer de lance des coopératives en France. Et ils se sont mis très tôt à créer des coopératives pour se grouper sur ce qu'ils pouvaient avoir. Alors, coopératives de production, coopératives de matériel agricole. Fin des années 70, le groupe Leclerc décide d'implanter une unité de transformation, c'est-à-dire abattage et fabrication de produits de charcuterie essentiellement, et abattage porcin essentiellement, et s'installe sur le territoire. Et puis, une quinzaine d'années après, le groupe Leclerc dit, écoutez, on s'est beaucoup étendu, si vous voulez qu'on reste, il nous faut 150 hectares, mettez-nous 150 hectares à disposition, achetés au prix du terrain agricole, qui ne valait pas grand-chose, sinon on va voir ailleurs. Les agriculteurs locaux ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On se cotise, ils ont fait une espèce de remembrement d'initiatives individuelles et ils ont trouvé les 150 hectares et Leclerc a pu installer son unité de transformation. Alors, pour voir quand même les chiffres, actuellement, cette unité de transformation a fait 3600 emplois sur un territoire qui a 7000 habitants. Bon. C'est donc quelque chose qui est assez énorme. Et par rapport à ça, la collectivité et les agriculteurs, parce que quand je dis la collectivité et l'agriculteur, dans ce cas-là, tous les membres des coopératives qui sont actuellement en action, sur le terrain, ce sont les habitants et ce sont les agriculteurs. Et les élus de la commune, ce sont les dirigeants des coopératives. Donc il y a une osmose extrêmement forte entre cette organisation professionnelle et la collectivité. Ils ont dit, bon, comment on peut tirer parti quand même de la présence de cet énorme complexe de transformation, surtout que, de plus en plus, Leclerc, comme eux, comme les agriculteurs, étaient confrontés à la nécessité de traiter leurs effluents pour répondre aux normes européennes. Et donc, dans les années 2000, s'est constituée et a été réalisée une unité de méthanisation qui recueille tous les effluents, alors bon, les effluents des agriculteurs de la commune, où il y a pas mal d'élevage, et puis surtout les effluents de Leclerc. Bon, pour quand même, les chiffres sont assez énormes. Je crois que c'est 40 000 porcs abattus par mois. Bon, c'est énorme en termes de flux de déchets, plus tout le reste. Donc a été créée une unité de méthanisation et elle a été montée avec d'une part une coopérative qui regroupe donc agriculteurs et habitants du Menez, Leclerc, un industriel, spécialiste de la méthanisation, et ça a été fait, bon je le dis au passage parce que c'est quand même un sujet de fierté, avec un investissement très important de la Caisse des dépôts dans cette unité qui, quand même, du fait de son montage, était quelque chose de complètement inédit. Grâce à ça, le Menez a pu développer, bon, d'abord, s'est servi de sa coopérative pour créer d'autres filières d'énergie renouvelable, dans l'éolien, dans le chauffage bois, enfin, elle a diversifié sa filière. Et tout cela lui permet d'être dans la perspective d'être un territoire à énergie positive en 2025. Donc, on est face à quand même
apparemment, il s'agit d'un modèle quand même de réussite, bon, où un tout petit territoire, quand même très défavorisé au départ, a réussi à faire le judo et maintenant peut développer, grâce à cette unité, une nouvelle agriculture avec des serres, avec des nouvelles formes d'élevage complètement biologiques. C'est apparemment une réussite, mais une réussite à quel prix? Au prix quand même de l'installation d'une unité qui est complètement déséquilibrante dans le contexte de la région Bretagne, puisqu'elle pompe à peu près la moitié de l'eau disponible sur l'est des Côtes d'Armor. Bon. Il y a donc une présence. Et en plus, c'est... alors, est-ce qu'on est sur une stratégie à long terme? On ne sait pas. D'une part, oui, parce qu'il y a eu un renversement de situation. Dans les années 90, quand Leclerc a dit aux agriculteurs locaux « Donnez-moi de la terre, sans ça je m'en vais », on est actuellement dans un système de captivité inverse. C'est-à-dire, Leclerc ne peut pas envisager de s'en aller parce qu'il ne va pas trouver dans un délai court un territoire qui lui permette de réaliser son unité de traitement dont il ne peut pas se passer parce qu'il ne peut pas polluer n'importe comment. Donc on est quelque part dans un renversement du rapport de force. Mais à côté de ça, tout ça durera autant que dure la filière porc bretonne. Et là-dessus, elle est quand même en très mauvais état, étant donné qu'on a d'une part un groupe, il n'est pas le seul, mais qui, étrangle au départ les producteurs bretons en imposant les coûts d'achat de la production agricole, et d'autre part par rapport à une concurrence internationale, notamment avec les très grandes unités de production porcine qu'on peut avoir en Allemagne. Alors, où est le long terme, on ne le sait pas. En attendant, il y a quelque chose de réussi. Et avec une très forte, une gouvernance locale qui est extrêmement forte. Alors, deuxième exemple, le Menet. Le Menet, le Seignan, pardon. C'est le Seignan, la principale commune, c'est Tarnos, qui est sur la rive droite de l'Adour et qui inclut une bonne partie du port de Bayonne. La grosse unité de production industrielle qu'il y avait sur cette commune jusqu'en 1964, c'était les Forges de l'Adour. Les Forges de l'Adour a été une des premières unités sidérurgiques touchées par la crise en France. En 1964, elle a fermé avec 2000 licenciements sur une commune qui à l'époque devait faire 8000 habitants. À l'époque, la data a joué son rôle, c'est-à-dire a réussi à compenser cette perte d'emploi en arrivant à provoquer l'implantation d'une usine turboméca, donc de production aéronautique, qui a qui compte toujours d'ailleurs 1300 emplois. Et dès le début, le problème a été, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette nouvelle implantation puisse rester? Et il y a eu une municipalité qui s'est mobilisée en disant, qu'est-ce qu'il faut pour que Turboméca reste? Il faut lui fournir des emplois qui correspondent à ses besoins. C'était une municipalité communiste. C'est toujours une municipalité communiste, d'ailleurs. Turboméca, est maintenant dans le groupe ADS. Mais ce principe de on fait tout ce qu'il faut pour que localement on ait une main-d'œuvre qui soit formée pour pouvoir répondre aux besoins des grandes unités, et à cette époque-là, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est Turboméca qui était en chef de file, ça a provoqué il s'est créé un comité de bassin d'emploi qui a associé donc les acteurs économiques et la collectivité, et qui a développé les formations petit à petit, qui aujourd'hui il y a un centre de formation sur la commune qui accueille en permanence 400 personnes en formation permanente. Je dis au passage que ce rapport entre les Turboméca et d'une manière générale les quelques industries qui restent encore sur la zone portuaire de Bayonne et la collectivité de Tarnos, ça n'a jamais été très, très idyllique. Hein. C'est toujours dans une méfiance réciproque, je dirais, aux limites de l'hostilité. On a d'un côté des sales patrons, de l'autre côté des rouges. Hein. On se méfie beaucoup.
et puis ça marche. Ça fait 50 ans que ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Non, mais pour dire un peu une note d'ambiance, deuxième chose, il ne faut pas se faire d'illusions. Le port de Bayonne, il est en déclin. Il y a encore un laminoir qui s'est installé il y a 2 ans, mais ça ne durera pas énormément. Et disons, la dominante industrielle de Tarnos ne va pas rester. Et en plus, on est aux confins d'une agglomération qui s'étend énormément, qui a une composante d'économie résidentielle qui est extrêmement forte. Et petit à petit, la commune devient périurbaine. La commune, l'intercommunalité, puisqu'il y a une douzaine de communes et aujourd'hui elle fait à peu près 25 000 habitants. Petit à petit s'installent des zones tertiaires, des zones commerciales. L'appareil de formation du CBE s'est adapté à ça et de plus en plus fait des formations qui répondent également à ces besoins-là. Et elle a réussi à imposer à la région le fait qu'elle connaissait les formations qu'elle avait à faire pour répondre aux différentes clientèles, aux différents acteurs économiques, en arrivant à tordre le bras à la région par rapport aux formations que la région voulait lui imposer. Parce que le jacobinisme, il est aussi régional. Bon. Et le deal, ça a été, mais j'ai une unité de formation qui marche. Il marche au niveau, bien sûr, de notre intercommunalité. Il marche au niveau maintenant de l'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz. Mais il marche petit à petit, ils l'ont étendu à Pau. Et maintenant, il marche pratiquement pour tout le Sud-Aquitaine. Donc, on a, et là-dessus, c'est intéressant de voir parce qu'on a un circuit court où là-dedans, le fer de lance et la ressource qui est utilisée, c'est la ressource humaine. C'est une ressource humaine qui est évolutive. Hein. C'est plus les populations ouvrières classiques d'il y a 50 ans. C'est une population qui est résidentielle. Bon, il y en a une grande partie qui est venue d'ailleurs pendant les dernières années. Mais je dirais que le moteur où il y a quand même une capacité d'initiative par le territoire local, il est conservé. Et alors, ce que disent les responsables locaux, ils disent qu'il y a surtout une chose, il faut, si on veut garder la maîtrise de son développement et de son identité et de ses ressources, il faut garder une capacité d'ingénierie locale. C'est nous qui devons l'assurer. Ça ne doit pas venir d'ailleurs. Voilà. Alors, bon, ça mériterait beaucoup de commentaires, mais c'est ces 2 illustrations qui sont complètement différentes, oui, et qui posent le problème quand même de l'évolution de cette question des circuits courts. Merci Monsieur Cerizet. Moi j'ai trouvé vos 2 exemples parfaitement choisis parce que l'un du monde agricole, l'autre d'une région, un bassin industriel où il y a eu des problèmes et où le savoir-faire patrimonial et la projection des hommes enfin, dans le devenir est resté intact. Donc les 2 fois, c'est dans l'enracinement des savoir-faire qu'on trouve la solution. C'est très intéressant, je trouve, parce que comme Madame Morier-Genoux a tout à l'heure est intervenue sur un exemple agricole et qu'elle va à nouveau après intervenir sur un exemple agricole, je ne veux pas que l'assistance pense que le circuit court, c'est seulement pour le monde agricole. Et alors, d'autre part, votre propos est très intéressant parce que justement, Marilyn Bassette va nous parler d'un élément d'innovation assez étonnant. Je vous donne la parole. Oui, je vais en profiter que j'ai le micro pour donner 3 exemples différents. Donc celui que j'évoquais sur des concrétisations et de la coopération. Alors, je prendrai un exemple d'innovation actuelle. Donc, on est dans les perspectives et c'est bien aussi la dynamique qu'on doit avoir sur les territoires. Je travaille actuellement avec une petite société qui s'appelle Eren, qui développe des énergies renouvelables et qui a trouvé une technologie sous forme d'un conteneur. Et quand on déploie ce conteneur, on a un chapiteau avec des panneaux photovoltaïques qui se déploient. Les batteries sont intégrées au conteneur. Il y a des prises pour pouvoir venir brancher des appareils. Il y a un appareil de télévision et il y a le Wi-Fi. Ça a été mis en place au Mozambique, dans un village éloigné où il n'y avait pas d'électricité. Résultat des courses, eh bien, les jeunes qui étaient partis du village parce que justement on ne pouvait pas accéder à Internet et qu'ils ne pouvaient pas se connecter au monde, sont revenus. Le village s'est un peu restructuré autour de ce lieu qui est devenu un lieu de vie,
puisque du coup, on capte l'énergie solaire pendant la journée, la nuit, elle restitue, donc on a commencé à mettre des lampadaires autour, donc ça a créé un lieu de vie. Les gens se retrouvent pour regarder la télévision, les gens s'y retrouvent pour échanger. Certains viennent recharger un certain nombre d'appareils à cet endroit-là. Et là, Irène est victime aussi de son succès, parce que déjà on leur demande 3 autres conteneurs autour, et puis on demande comment on peut relier tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de réfléchir ensemble de comment on pouvait y aller. Et puis soyons clairs, l'activité doit être aussi une activité économie, et de se dire c'est quoi le business model, c'est quoi le modèle économique d'un développement de ce type-là, puisque les premières installations ont été posées gratuitement. Après, ça correspond à quelle valeur, quel développement, quelle issue. Et ça, c'est une vraie réflexion qui doit être sur ce domaine global. Donc voilà une coopération où effectivement des grandes entreprises comme la nôtre peuvent aussi s'associer avec d'autres entreprises ou des start-up. Et c'est ce qui a été aussi le cas globalement en France, parce qu'il faut savoir que la France, désormais en Europe, est le leader sur les smart grids, puisqu'autour d'Enedis, c'est pas moins de 18 démonstrateurs de smart grids qui ont été réalisés en France, sur le territoire, des vraies expérimentations, avec différentes entreprises, dont aussi des start-up, des moyennes d'entreprise et des plus importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la France, avec l'ensemble de sa filière, qui est capable de montrer des vraies réalisations sur le terrain en termes d'évolution des réseaux. Et donc ça, je tenais à vous en parler, parce que peu de gens sont au courant que la France est leader en la matière, et ce qu'on a fait intéresse beaucoup de pays. Et donc Enedis met à sa disposition sa capacité de relation, sa capacité d'avoir des contacts. Le fait que moi je dirige la direction internationale permet d'utiliser nos ressources pour pouvoir faire valoir le savoir-faire français et développer l'activité d'entreprise française. C'est aussi ça la coopération, une coopération entre Français pour pouvoir travailler à l'étranger avec une méthode qui répond aux besoins dans les pays et dans les besoins d'Afrique. Et c'est là que moi je trouve que c'est vertueux comme mode de fonctionnement, parce que ça répond à un besoin, il y a une technologie, il y a un savoir-faire, et il faut qu'on arrête de se dire que tout est meilleur ailleurs qu'en France et que les États-Unis sont meilleurs que nous. Aujourd'hui, j'ai remporté un petit contrat, petit, mais c'est le premier d'une longue série certainement, aux États-Unis sur des microgrids qu'on réalise. Parce que le savoir-faire de la gestion des réseaux, eh bien, la France, on est aussi très bien placé. Et le fait qu'on ait une entreprise nationale nous permet d'avoir une capacité d'innovation, une capacité de recherche importante, qui fait qu'on a un rôle important en la matière. Troisième exemple que je voulais vous donner de coopération, une manière de travailler à l'international, je donnerai l'exemple du Congo. Nous avons travaillé avec le Congo, qui avait des problèmes importants d'alimentation électrique, qui avait plus de 50 blackouts par an sur leur système, qui avait plus de 40% de pertes sur le réseau. Alors, on va dire entre les pertes techniques et non techniques. Les pertes non techniques, c'est les pertes commerciales, tout simplement. Et bien, par notre action et par notre savoir-faire d'opérateur de réseau, eh bien, en moins de 4 ans, sans investissement lourd, on a pu réduire les blackouts de 50 à moins de 10 par an, ce qui a permis de régénérer l'activité. On a permis de réduire les pertes de 30% à moins de 20%, plus de 10 points, ce qui a régénéré une capacité financière de trésorerie, qui a permis de le réinjecter sur le réseau, qui a permis de le réinjecter dans les moyens de production. Parce que comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, alors là je vous donnais l'exemple du Congo, mais il y a des systèmes électriques où 80% de la production générée ne se retrouve pas dans les comptes de l'entreprise d'électricité, entre les pertes techniques et non techniques. Donc il y a moins de 20% qui est facturé. Après, on a tout un système qui est déficitaire, qui n'est pas équilibré économiquement. Et quels que soient les choix politiques, quels que soient les choix sociétaux faits par les gouvernements sur le prix de l'électricité, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur le prix de l'eau, mais sur le prix de l'électricité, c'est pareil. Quels que soient ces choix sociétaux, si le système est défaillant, ça vient aggraver la situation. Et je vous rappelle que souvent, dans les budgets d'État,
la partie renflouement de la société d'électricité est une des parties les plus lourdes, soit le premier ou le deuxième poste du budget de l'État. Voilà quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire en termes de coopération. Je rajouterai simplement que pour le Congo, mais de manière générique, dans la manière d'intervenir à l'international, on travaille beaucoup sur le transfert de savoir-faire. L'idée, c'est pas de venir dans le pays en disant je sais tout faire et je vais vous faire, et puis après moi, c'est le déluge. C'est véritablement s'impliquer dans la formation, s'impliquer dans la montée en puissance et la compétence de l'ensemble des acteurs. Et nous, par notre métier, par notre expérience, on est capable d'accompagner depuis l'opérateur de terrain, de façon opérationnelle, en formant des formateurs pour pouvoir les monter en puissance, en compétences et en termes de sécurité, jusque, je dirais, au management de l'entreprise, mais surtout les ministères, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions prises par les ministères. Je me permettrai de dire souvent des personnes qui ne maîtrisent pas complètement les systèmes sur lesquels ils doivent intervenir, avec des réponses à l'emporte-pièce un peu poussées par les bailleurs de fonds, très clairement, en disant ça ne marche pas, vous avez qu'à faire séparer tout ça, vendez tout ça, ça ira mieux. Ce n'est pas vrai, malheureusement. Voire même c'est contre-productif. Et en attendant, on se dit si ça ne marche pas bien, c'est parce que les responsables de l'entreprise ne marchent pas, ils sont tous incompétents. Allez, on va vendre tout ça et ça ira mieux. Donc je me suis permis quelquefois d'intervenir. Ça a été le cas au Congo quand j'ai vu le Premier ministre et je lui ai dit pour 300 000 clients, je ne pense pas qu'économiquement ce soit rentable. Et deuxièmement, j'ai juste une petite question avec vous. Quel est le contrat entre l'État, puisque c'est une société d'État, et votre société d'électricité avec vous? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Il n'y a pas de contrat. Donc le ministère des Finances attend que l'argent rentre et qu'il arrête d'être un des premiers sources de coûts de l'État. Donc il y a une pression forte sur rentrer l'argent. Le ministère de l'Énergie attend que le système fonctionne et qu'il y ait l'électricité régulièrement, donc réduisez les blackouts, les coupures et soyez plus efficaces. Et puis, on va dire, le Premier ministre, le président de la République va attendre du système électrique qui soit un élément de cohésion sociale et de continuité territoriale. C'est juste schizophrène si à un moment donné, on n'est pas clarifié sur les attentes, parce qu'il y en aura forcément un des trois à un moment donné qui ne sera pas satisfait. Et je vous dis, c'est franchement pas simple. Et là-dessus, on peut aussi accompagner dans cette réflexion globale du système électrique. Voilà quelques exemples pour illustrer l'activité qu'on peut faire au service du développement. Merci Madame Bassette. Ce sont des exemples porteurs d'espoir, surtout sur les mini-grids de mon point de vue. Et pour vous, et je vais proposer à la rédactrice qui fait les énergies renouvelables, tout ça, de faire un papier sur les mini-grids à la française. Alors, avec plaisir. Voilà. Professeur, c'est à nouveau votre tour, si vous voulez bien vous avancer. Quand nous avons échangé au téléphone l'autre jour, vous avez dit, mais je voudrais intituler mon intervention. Je voudrais intituler mon intervention pourquoi il n'y a pas de voiture électrique en Tunisie. Et bien voilà, c'est le moment. Voilà, absolument. Donc la question fondamentale, c'est que, comme en France, nous aimons l'écologie, nous aimons les énergies renouvelables, mais paradoxalement, en Tunisie, il n'y a aucune voiture électrique. Zéro voiture électrique. Donc nous, en économie, nous sommes des observateurs et on observe ce qui se passe dans la réalité. Ensuite, nous essayons d'expliquer ce que nous observons par des moyens plus ou moins scientifiques. Donc voilà, pour commencer, je vais faire un peu d'histoire de la Tunisie, évidemment. Pas mal d'entre vous connaissent la Tunisie. J'étais surpris. On a même qui ont des épouses tunisiennes ici. J'étais vraiment surpris. La Tunisie a eu son indépendance en 1956. C'est Père Mendès France qui a accordé l'indépendance à la Tunisie. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie, l'évacuation de la base militaire de Bizerte, la nationalisation des terres agricoles. Et puis en 1965, on a pensé à l'économie. Bourguiba, à l'époque, était un juriste. Comme tout juriste qui se respecte, il ne connaissait rien à l'économie. Et il a fait appel à un syndicaliste. Et qui dit syndicaliste à l'époque, dit parti communiste. Et donc ce monsieur s'est ramené avec une idéologie communiste.
Le rôle de l'État en économie, c'est la redistribution des richesses. C'est-à-dire d'accorder l'un des rôles de l'État. Ce n'est pas le rôle fondamental de l'État, mais c'est l'un des rôles de l'État. C'est la redistribution des richesses entre les citoyens qui composent ce pays. Donc, une façon de procéder qui a été amenée par ce Premier ministre avec une idéologie communiste est articulée autour de deux éléments. Le premier élément, c'est les circuits courts dont vous parliez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les coopératives. Alors, plus d'individualisme dans les affaires, tout le monde se met ensemble, et puis nous avons appelé ça, on va vendre du producteur au consommateur, et on va éliminer toute la chaîne intermédiaire. Et tout le monde se met ensemble. Deuxième point de cette idéologie communiste qui a débuté en 1965 chez nous, c'est la compensation des prix. Qu'est-ce que ça veut dire la compensation des prix? C'est là d'où viennent tous nos malheurs, actuellement. La compensation des prix, c'est-à-dire si, par exemple, pour les denrées alimentaires de base, pour le carburant, l'eau, l'électricité, par exemple, si une baguette revient à 100 millim, ben on va la vendre à 50 millim. Et qui c'est qui va payer la différence? C'est l'État. On a institué ce système-là que nous appelons chez nous la compensation, et nous avons chez nous une caisse qui s'appelle la Caisse nationale de compensation. Ça date de la fin des années 60, de la période que nous appelons communiste chez nous. 2 ans plus tard, l'économie tunisienne s'est effondrée. Pourquoi? Parce que nous avons une idéologie économique islamique. Et l'idéologie économique islamique, c'est une idéologie qui est bâtie sur la propriété individuelle et la libre entreprise. Donc ça ne marchait pas chez nous. Personne n'a voulu de cette idéologie-là. Toute l'économie s'est arrêtée net. Excite le Premier ministre communiste, un autre Premier ministre qui est arrivé, qui est libéral, plus de coopératives, plus de circuits courts. Et jusqu'à aujourd'hui, les Tunisiens sont très révulsés à l'idée de ces coopératives-là. Ils n'en veulent même pas en entendre parler. Ils en ont une peur bleue de ces circuits courts, quoique c'est intéressant. Mais on a gardé la Caisse nationale de compensation. Maintenant, le budget national de la Caisse de compensation, dans le budget de 2017, le budget actuel, il est de 6 000 millions de dinars. On divise par 3, ça fait à peu près 2 milliards d'euros. C'est très facile. Une baguette revient à 200 millim, c'est-à-dire 70 centimes, 7 centimes d'euros, je crois. Ben, on va la vendre à moitié prix. Qui c'est qui paye la différence? C'est l'État. C'est pareil pour le sucre, tous les denrées alimentaires de base, le sucre, le lait, le beurre, les huiles végétales, l'eau, le carburant et l'électricité. Tout ça, c'est compensé par l'État. En d'autres termes, si je roule avec une grosse voiture, une BM, et je consomme énormément de carburant, bah c'est l'État qui paye avec moi. Si je roule en scooter, je n'ai pas les moyens d'avoir une BM, c'est l'État qui paye avec moi. Et qui c'est qui bénéficie de cette caisse de compensation? C'est les riches qui en bénéficient 10 fois plus que les pauvres. C'est-à-dire, dans les années 60, quand ça a été fait, ça a été fait pour alléger les budgets des pauvres. Or, maintenant, c'est les riches qui en profitent. Pire encore. Par exemple, si je rentre chez moi et je suis en train de... Je pense si je dois acheter une baguette ou pas. Si ma femme a besoin d'une baguette ou pas. La baguette coûte 200 millim. Un coup de téléphone à ma femme coûte 250 millim. Ben, qu'est-ce que je fais? J'achète la baguette à tout hasard. Si jamais elle n'en a pas besoin, on jettera ça à la poubelle, ça ne coûte pas cher. En Tunisie, on jette 900 000 baguettes par jour. On est des importateurs nets de céréales.
Et Dieu sait que c'est le poste le plus élevé en termes d'importation en Tunisie. Et ça, c'est très grave pour notre économie. Tout le monde est au courant de ce problème. À l'époque, en 1984, il y avait un Premier ministre qui était désigné le dauphin de Bourguiba, qui a voulu supprimer du jour au lendemain la Caisse nationale de compensation. Ça a été à l'époque, pour ceux qui sont un peu moins jeunes que les autres, ça a été ce qu'on avait appelé à l'époque la révolte du pain. Le prix du pain a doublé en une journée. C'était en 1984. Le Premier ministre a été viré pour calmer les gens. On a fait une marche arrière à l'époque. Bourguiba a fait une marche arrière. Mais 2 ans plus tard, il a été viré du pouvoir, carrément. Ça a contribué en partie à son éviction du pouvoir. Et on a gardé cette fameuse caisse de compensation. On est maintenant à 2 milliards d'euros. Et ce n'est pas rien. Et ça ouvre la voie à des trafics inimaginables. Vous avez des boulangers qui achètent de la farine à un prix compensé. Qu'est-ce qu'ils font de cette farine? Ils les vendent à des pâtissiers pour que ces pâtissiers fabriquent des gâteaux et ils les vendent à des prix élevés en s'assurant des marges très élevées. Pire encore, comme en Libye, il n'y a rien, depuis la coupe de Kadhafi, ça ne date pas d'aujourd'hui, on appelle ça, parce que je suis à la base un doctorat en finance, on appelle ça de l'arbitrage. Les gens achètent les produits là où ils sont pas chers pour les vendre là où ils sont plus chers et comme ça on essaie d'équilibrer les prix. Or, les prix chez nous sont maintenus artificiellement bas. Donc les gens, ce qu'on appelle la contrebande chez nous maintenant, qui est très florissante, achètent les produits compensés chez nous. Et où est-ce qu'ils vont les vendre? En Libye et en Algérie. Et qu'est-ce qu'ils nous ramènent? De là-bas, ils nous ramènent du pétrole. On appelle ça du pétrole de contrebande. Ou, dans ces 2 pays-là limitrophes, nos voisins, le pétrole est également compensé. 1 litre de pétrole en Libye, il coûte quelque chose comme 10 centimes d'euros. Ça fait rêver certains. Chez nous, ça coûte à peu près 80 centimes d'euros. Et c'est un prix compensé. Et s'il y a contrebande, c'est exactement le circuit qu'adoptent les terroristes pour se financer. Maintenant, ça devient dramatique. Avant, c'était grave. Maintenant, c'est dramatique. C'est-à-dire, en luttant contre ces mécanismes-là, on peut contribuer à la lutte contre le terrorisme également. Donc, résultat des courses. Nous sommes un pays où on n'a pas d'eau. Mais l'eau n'est pas chère. Notre consommation, comme je vous ai montré tout à l'heure, en eau, elle est destinée essentiellement à l'agriculture. Comme l'eau n'est pas chère, et Madame s'y connaît en agriculture, tout comme ma femme qui m'a aidé à préparer cet exposé, on fait de l'irrigation par sillon. C'est-à-dire, on récupère l'eau à un prix modique, au lieu d'investir dans des irrigations de goutte à goutte ou des irrigations localisées, on creuse un sillon et on laisse l'eau couler. On s'en fout, ça ne coûte pas cher. Ça n'a aucun intérêt de chercher une nouvelle technologie. Toute technologie qui va être adoptée pour l'irrigation ne sera pas forcément compétitive. D'autant plus que nous avons en matière agricole surtout éliminer tous les circuits courts. C'est-à-dire que les agriculteurs ne vendent plus leur production, pour des raisons historiques que je venais d'évoquer, ne vendent plus leur production du producteur au consommateur, mais il y a toute une chaîne d'intervenants, des grossistes, des semi-grossistes, des détaillants, etc., qui font augmenter le prix, et l'agriculteur, finalement, avec des prix compensés de l'eau, n'arrive pas à gagner grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de circuit court, justement. Et donc l'État ne peut pas s'amuser à augmenter le prix de l'eau. Il est pareil pour l'essence.
et le carburant. Là, c'est toute une autre histoire. Et là, je vais vous dire pourquoi en Tunisie, nous n'avons pas de voiture électrique. Alors, si j'achète une voiture, elle est neuve, je vais mettre de l'essence dedans, ça coûte assez cher quand même. À un certain moment, cette voiture va vieillir. Je dois trouver une solution. La solution, c'est d'acheter de l'essence de contrebande qui vient de la compensation des pays voisins. Ça coûte moitié prix. Mais si je roule énormément, c'est encore plus cher. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La solution n'existe qu'en Tunisie et nulle part au monde. Et là, vous devez y faire attention la prochaine fois que vous allez vous rendre en Tunisie. Vous devez être capable d'observer ce mécanisme-là. On en rigole, mais c'est lamentable des fois. Alors chez nous, en Tunisie, on produit du gaz naturel, du GPL. Je vais faire court, comme les circuits courts. Et il y a du GPL qui est destiné aux voitures, qui se vend à peu près à 300 millim le litre. Mais on produit du GPL dans des bonbonnes de gaz, qui est destiné à un usage domestique. Et ce GPL-là, il est compensé. Il est vendu à 20 centimes le litre ou 10 centimes le litre. Donc pour 3 fois rien. Ben, que font les taxis? Ils achètent des bonbonnes de gaz et les mettent dans leur taxi. Quand vous prenez un taxi en Tunisie, ça sent le gaz. Et vous êtes assis sur une bombe roulante. C'est ce qui... Voilà. Professeur, il faut conclure parce qu'on prend du retard. Pour conclure, je suis venu ici pour plaidoyer contre, non pas l'annulation de la caisse de compensation, parce que c'est impossible, mais pour remplacer cette caisse de compensation par un système d'allocation familiale. Et là, nous pouvons parler de développement et de développement durable chez nous. Et ça contribuera également à remplacer le trafic transfrontalier qui existe chez nous. Ça, c'est les plaies de l'économie nationale tunisienne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Valérie, je crois que vos histoires de contrebande ont passionné l'auditoire. Mais en fait, le problème, il est systémique. Il n'est pas dans les circuits courts. Ben oui. Valérie, vous allez nous parler du deuxième exemple que vous vouliez évoquer, le Sénégal. Allez-y. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, je coordonne également une ONG qui s'appelle AFDI, Agriculteurs Français Développement International, sur Rhône-Alpes. C'est une ONG qui a une quarantaine d'années, qui a été construite par les organisations agricoles. Et l'objectif, c'est de mettre en relation des agriculteurs de par le monde, en s'appuyant sur des partenariats de longue durée. L'idée, c'est pas d'amener de l'argent sur un projet, de changer de projet, d'aller sur un autre projet. L'idée, c'est de créer des partenariats sur la durée pour se connaître et d'échanger entre agriculteurs de part et d'autre. Voilà. Donc, je vous ai aussi amené une fiche qui présente l'AFDI. Vous pourrez chacun en récupérer. Là, je voulais vous parler du Sénégal parce que finalement, c'est intéressant de parler de pays d'Afrique de l'Ouest où la majorité de la population des zones rurales sont des agriculteurs et où, comme on parlait tout à l'heure d'électricité, effectivement, ils n'ont pas accès à l'électricité, mais dans certaines régions, ils n'ont pas non plus accès à l'alimentation. Dans certains secteurs, il y a encore, des fois, pendant 2 mois, des villages qui n'ont rien à manger. Et donc, du coup, on assiste à un exode rural, un exode des jeunes vers les villes pour essayer de ramener à manger pour les villages, voire un exode sur l'immigration un petit peu plus loin. Et du coup, le projet en fait, que je vais vous présenter, c'est comment partir de l'agriculture qui, au départ, est pour lutter contre l'insécurité alimentaire et construire un projet porté par les collectivités locales et ainsi développer les routes, la transformation agroalimentaire, la santé, l'éducation des jeunes, les entreprises de transformation. Donc, pareil, l'AFDI intervient au Sénégal depuis 15-20 ans. Elle était jusqu'à présent dans du renforcement de capacité des organisations paysannes locales. Et quand moi je suis arrivée il y a 2 ans, je leur ai proposé, puisque vous avez compris que mon approche, c'est vraiment l'approche développement territorial, je leur ai proposé qu'on ne fasse pas comme les autres ONG,
Je suis désolée de le dire comme ça, mais chacun intervient pensant qu'ils détiennent le projet qui va sauver les personnes avec qui on travaille. Et moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'en fait, quand on est sur un territoire, donc il faut qu'on se mette d'accord sur quel périmètre on veut travailler, mais on doit rencontrer l'ensemble des acteurs et travailler avec ces acteurs pour chercher les synergies et la complémentarité. Donc, du coup, on a commencé par rencontrer les acteurs, définir avec eux un plan d'action. Ils nous ont pas facilité la tâche parce qu'ils nous ont ciblé 2 unions paysannes très très isolées et très éloignées qui justement sont dans des zones où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas accès à l'éducation, où il y a des problèmes d'alimentation, etc., etc. Alors, l'objectif, c'est l'AFDI, en fait, elle récolte de l'argent en France et elle appuie un financement très concret pour des unions paysannes qui n'ont même pas les moyens de créer un puits. Donc là, on n'est pas sur l'électricité, mais sur les questions de l'eau, dont on parlait tout à l'heure. Et l'idée, c'est de démarrer par des projets agricoles. Donc, dans un secteur, ils veulent faire des périmètres maraîchers collectifs, c'est-à-dire à la fois améliorer l'alimentation, premièrement. Deuxièmement, générer des revenus supplémentaires, donc créer de la valeur ajoutée, permettre en fait à ces personnes d'avoir accès à d'autres biens, et troisièmement, de pouvoir scolariser les jeunes, amener la santé avec des cases de santé, etc. À partir du moment où, donc là on est dans la phase vraiment de démarrage, ils sont en train de créer les périmètres. L'idée derrière, c'est d'arriver à créer une industrie agroalimentaire avec la transformation de ces produits, sachant que ces personnes, même s'ils sont isolés, ils accèdent à des marchés. Donc l'idée, c'est comment approvisionner les villes avec ces produits qui sont issus de zones très reculées. Comme je vous l'ai dit, donc on travaille avec d'autres ONG sur les questions d'éducation et de social. On souhaite aussi, parce que moi, ça m'a vraiment quand même bouleversée, c'est qu'il y a vraiment un problème lié à la santé, mais aussi un problème lié aux déchets et aux questions d'énergie. C'est-à-dire qu'à un certain moment, par ce projet agricole, on souhaite les accompagner à voir le territoire dans son ensemble et à ne pas dire on va juste développer l'agriculture, mais les déchets, finalement, c'est pas notre problème. Et du coup, on a reçu un appui. En fait, c'est pas un appui, on travaille avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire la commune, a dit moi je mets 10% de votre financement dans ce projet parce que je pense effectivement que c'est en partant de ces dynamiques locales qu'on va arriver à développer le secteur et à aborder la question agricole, éducation, santé, déchets, énergie. Vous dire aussi que, bien sûr, pour ceux qui connaissent le Sénégal, on est dans l'acte 3 de la décentralisation. Donc, on est à une phase où les collectivités territoriales cherchent aussi leur périmètre d'intervention, ont encore très peu de moyens d'intervention. Mais justement, l'idée, c'est en travaillant en concertation, comment, avec le peu de moyens, on peut arriver à créer la meilleure synergie possible pour développer ces territoires. Et donc, on est ce projet. Le ministère des Affaires étrangères français et l'État sénégalais aimeraient bien pouvoir l'appuyer à condition qu'on trouve aussi une collectivité française qui suit. Voilà, donc je finirai juste en disant, finalement, c'est encore un exemple de comment inscrire l'agriculture dans une chaîne de valeur et demain dans le marketing territorial. On est au démarrage, mais l'idée, c'est comment on développe l'ensemble de la zone en lien avec les villes et comment on approvisionne en alimentation les villes. Merci d'avoir été rapide, car on est un peu en retard. Comme promis, on va quand même prendre 2 ou 3 questions-réponses rapides, parce que l'heure officielle de fin de la conférence est 10h30. Il est 10h18. Qui lève la main le premier? Personne? J'ai une petite question alors. Est-ce que vous avez un retour d'expérience qui enrichit votre démarche, votre méthodologie? Oui, moi j'aimerais bien, si c'est possible. Profitant qu'il n'y ait pas pour l'instant des questions. Mais court. Oui, non, mais court. Vous avez vu, la deuxième fois, c'était plus court. En fait, on se rend compte que le développement territorial, c'est d'abord une démarche.
qui s'adapte au territoire et aux acteurs et qui se construit justement et qui doit s'adapter avec la question des acteurs, le partage des enjeux, le plan d'action, la mise en œuvre, l'évaluation et la question de gouvernance. Et ça, j'en ai pas encore parlé. C'est pour ça que je voulais en reparler, parce qu'on se rend compte que dans ce que je vous ai présenté, il y a des difficultés rencontrées, il y a des conditions de réussite. Les conditions de réussite, c'est d'avoir des pilotes qui ont un esprit d'entrepreneuriat rural. Enfin, ça paraît un peu étonnant de le dire, mais quand on est dans des approches sectorielles et très descendantes, on n'a pas forcément des personnes qui ont cet esprit d'approche transversale. Donc il faut vraiment rencontrer des personnes qui ont envie de travailler comme ça. Deuxièmement, avoir des moyens en animation territoriale, parce que c'est beaucoup plus compliqué, et j'ai pas eu le temps de le citer, mais de mettre en place une approche de développement territorial que de conduire un projet en installant une usine de transformation. Parce qu'il y a plusieurs acteurs, parce que l'autre chose que je voulais dire, et ça c'est aussi une difficulté, le pas de temps du développement n'est pas le même pas de temps que le pas de temps électif. Et quand on travaille avec des collectivités territoriales, vous le savez tous, l'objectif c'est de montrer que pendant son mandat, on a réussi à construire l'usine, ou on a réussi à construire une route, ou on a réussi à avancer. Or, le pas de temps du développement, ça veut dire d'abord beaucoup de concertation pour faire quelque chose qui réussit peut-être pas dans le pas de temps électif. Dans les conditions de réussite, je voulais dire aussi qu'on doit oser s'ouvrir aux autres secteurs, s'ouvrir aux champs. Et par exemple, au Maroc, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de craintes et que tout le monde restait dans son secteur, n'osant pas aller voir dans les autres thématiques. Or, c'est en allant voir dans les autres thématiques que la richesse est arrivée et que la complémentarité est arrivée. Et je voudrais dire aussi... Voilà, bon, je choisis, mais j'y tiens vraiment. C'est que, pour moi, c'est l'approche ascendante qui est intéressante. Si vous voulez, c'est un effet de levier. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une approche matricielle avec des projets qui sont ascendants et bien sûr des problématiques souvent gérées par les collectivités et les ministères qui sont descendants. Et l'enjeu... parce que si on regarde le plan Maroc vert, il y a quelques exemples très descendants et on se dit mais qu'est-ce qui fait que parfois ça n'obtient pas les résultats attendus? C'est parce qu'il n'y avait pas les porteurs de projets. Et parfois les porteurs de projets, s'ils n'arrivent pas à s'inscrire dans une problématique de financement ou dans une problématique descendante, ça ne peut pas marcher non plus. Donc du coup l'idée c'est comment relier finalement ces dynamiques territoriales avec un cadre et un contexte de problématiques politiques. Merci beaucoup. Monsieur Cerisier, 1 minute avant que je me fasse disputer vraiment. Sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut théoriser un modèle du circuit court ou est-ce que ce sont juste des bonnes pratiques qu'il faut accumuler? Alors surtout pas théoriser un modèle, ni vouloir théoriser des modèles. Je veux dire, la variété des exemples qui ont été cités le montre. Alors par contre, je crois qu'il faut un cadre de principe. Pas en 1 minute mais en 2, je peux les énoncer. Il y a 3 niveaux de principe. D'abord, au niveau de ce que je dirais de reconstruire une intelligence du territoire, parce que finalement on ne connaît pas les territoires, on en parle, on ne les connaît pas et on sait mal les mesurer. Je parlais au début de la mesure de la retombée pour les territoires, mais comment on fait, on ne sait pas. On a un appareil statistique français qui est très bien construit, qui n'est pas construit du tout pour mesurer les flux, par exemple, pour mesurer les flux horizontaux entre les territoires, qui ne mesure pas les externalités positives ou négatives, c'est-à-dire, il y a un acte économique sur un territoire qui se produit, il a des effets positifs, il a des effets négatifs. Généralement, les effets négatifs, ils sont compensés par la solidarité nationale. On ne peut plus rester... C'est sûr que tout le monde vous entende, votre micro, vous l'entendez au fond? Vous l'entendez ou pas? Il y a un problème de micro, je ne sais pas qui s'en occupe. Bon, ça c'est un premier niveau de connaissance des territoires, je dirais au niveau académique, mais on ne va pas s'appesantir. Il y a un deuxième niveau, c'est la connaissance du territoire par les acteurs eux-mêmes. On parle beaucoup de porteurs de projets. Est-ce que les responsables d'un territoire connaissent les porteurs de projets? Est-ce qu'ils ont un bon quadrillage de leur territoire? Il y a une déperdition, on s'en aperçoit empiriquement, il y a une déperdition énorme parce que on ne sait pas où sont les initiatives, on ne sait pas les repérer, on ne sait pas les fédérer, on ne sait pas les aider pour qu'ils arrivent à faire boule de neige. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il faut de nouvelles modalités de développement économique au niveau des entreprises elles-mêmes. Alors, on a beaucoup parlé des coopératives, mais effectivement, il y a un renouveau des structures coopératives. Alors,
Aujourd'hui, on a par exemple les sociétés civiles d'initiatives communautaires, bon, les SIC, où les collectivités peuvent entrer de façon modeste dans le tour de table. Ça, pour le moment, ça apporte beaucoup de, je dirais, de lien territorial entre l'action publique et privée. Et il y a effectivement, les coopératives n'apportent pas tout. Enfin, j'ai bien entendu le discours, ce que vous disiez, et on l'observe aussi. Quand on veut promouvoir le modèle coopératif en Amérique latine, par exemple, bon, il ne faut pas prononcer le mot coopérative, parce qu'on passe par la fenêtre. Hein, ils voient tout de suite le totalitarisme. Bon, donc, mais quand même, c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de progrès. Alors, à un autre niveau, il y a aussi à concevoir des modèles économiques territoriaux. Et au passage, bien que ce ne soit pas la panacée, l'expérience depuis 2014 des pôles territoriaux de coopération économique qui montent des systèmes où on rassemble les collectivités, les entreprises, je dirais, du plein champ économique et les entreprises de l'économie sociale et solidaire est très intéressante. Elle est inscrite dans la loi Hamon. Le danger, il ne faut pas que ce soit un levier corporatif pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais ce sont vraiment des projets à l'échelle d'un territoire où je dirais qu'au passage, 30% des projets qui ont été présentés dans les 2 dernières années s'appuient sur la mutation numérique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut signaler au passage. Et je dirais juste un dernier point, gouvernance. Alors, les collectivités ont bien sûr un rôle très important à jouer. Alors, gouvernance, coopération publique-privée, ça c'est un petit peu une tarte à la crème, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est l'articulation des échelles territoriales. Il ne faut pas croire que les circuits courts, il y en a qui disent, oui, vous voulez refaire l'Albanie des années 70. Non, c'est pas ça. Les circuits courts, c'est pas de l'autarcie. Ça ne marche que dans la mesure où il y a un territoire qui a une bonne connaissance de ses ressources et qui sait les valoriser avec ses échanges avec l'extérieur. Ça, c'est extrêmement important. Donc, mais si on devait avoir une conclusion et une morale, alors là, je ne ferais que recouper ce qui a été dit. La conclusion, c'est Jean-Louis et Isabelle. Non, mais de conclusion de ce que je dis. Décloisonner partout, entre public et privé, à l'intérieur des structures des collectivités. Et puis, l'initiative, elle vient des territoires. L'innovation, pardon. L'innovation vient des territoires. L'innovation, ce n'est pas un produit national dupliqué de façon descendante. Elle vient des territoires, il faut savoir l'observer et la valoriser. Bravo. Merci, monsieur Cerizet. Alors, Jean-Louis Guigou, Isabelle Bébéard, je ne sais pas dans quel ordre, mais on m'a annoncé 2 conclusions. Madame Bébéard. Bon, merci. Je vais m'appliquer la même règle qu'à tous aux participants. Je vais être très brève. D'abord, je voulais vraiment vous remercier tous parce que de ce débat très riche et puis Alfred de l'avoir animé toujours de manière dynamique et bienveillante. Moi, j'ai retenu 5 messages, mais bon, bien sûr, c'est très subjectif puisqu'on n'entend pas forcément tous la même chose quand on est dans un public. Le premier, bien sûr, c'est l'importance des circuits courts. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement les coopératives, mais aussi encore plus large, l'optimisation de la valorisation des ressources d'un territoire avec les retombées les plus positives possibles pour ce territoire. Voilà, merci Philippe. L'importance aussi pour les territoires de la recherche de la valeur ajoutée de son produit et de bien l'intégrer dans tout son écosystème. L'importance aussi de savoir garder sa capacité d'ingénierie locale. Bien sûr aussi le développement des réseaux, donc y compris électriques, la coopération grand groupe start-up très importante qu'on essaie aussi nous de développer chez BPI France, et puis les transferts de savoir-faire d'un grand groupe à une région, d'une chambre d'agriculture à un autre pays. Et puis enfin, un message sur les fausses bonnes idées sur le développement et en particulier la Caisse nationale de compensation Tunisie qui finalement, à partir d'une bonne intention, très certainement, crée beaucoup d'inégalités et voire même de corruption, etc. quoi. Voilà, je laisse la parole. Merci. Merci à tous. Bon, c'était le mot de la fin. On vous souhaite à tous bonnes vacances et j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée. Merci.